9h, 10h. La voix est libre. La voix est libre. Anne Gavini. Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre. Hériter et l'héritage n'est jamais une affaire simple. À la faveur d'une succession, rivalité, injustice, voire règlement de compte en famille peuvent apparaître. Au-delà de l'héritage matériel, il y a évidemment cette question affective qui fait émerger parfois certains conflits jusqu'à pouvoir séparer des familles entières. Alors depuis 2007, la nouvelle loi sur les successions a largement modifié les conditions légales de l'héritage. Comment le préparer, comment l'anticiper, comment tout simplement hériter sans se déchirer, c'est la question que nous abordons ce matin dans La Voix est libre. Je vous invite à nous rejoindre au 01 56 56 44 44 pour en parler. J'ai le plaisir de recevoir deux experts sur des champs différents. Jean Liussou, bonjour. Bonjour. Maître Jean Liussou de Brégy, vous êtes notaire à Paris, vous exercez aussi une activité d'enseignant au Centre de formation des notaires de Paris. Benjamin Luzinski est à vos côtés. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes à la fois psychothérapeute et coach. On va voir s'il faut se faire coacher pour hériter sans se déchirer. Vous allez nous aider en tout cas à mieux comprendre les dimensions inconscientes qui sont à l'œuvre dans ces moments charnière de l'existence. Des aspects, donc, on l'a dit, qui peuvent provoquer des litiges. C'est la raison pour laquelle nous aurons dans quelques instants le plaisir de recevoir Joëlle Guillon, qui est responsable d'une association qui ne cache pas son objectif, puisqu'elle se nomme, et oui, lesarnaques.com. 01 56 56 44 44, et parce qu'il s'agit parfois de litiges, on va s'intéresser avec Julien Chavannes sur les causes qui peuvent justement aiguiser le litige, Julien. Eh bien, il y a deux cas de figure principaux. Soit c'est la volonté du défunt qui est contestée ou niée, soit le différend prend naissance dans les relations entre les héritiers à tout moment, et cela jusqu'au partage. Alors, plusieurs causes de conflit entre les héritiers. Tout d'abord, le recel. Alors, c'est lorsqu'une personne tente de frustrer ses cohéritiers d'un bien, de la succession, ou alors carrément de cacher l'existence d'un cohéritier. Il se caractérise, on le voit, par la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse. Et là, on peut parler de qualification d'actes antérieurs. Voilà, alors ça, ce sont les actes effectués de son vivant par le défunt et qui peuvent être interprétés différemment après son décès. Et cela arrive lorsque la remise d'une somme d'argent à de futurs héritiers peut être considérée comme un prêt ou un don. C'est pour ça que vous ne me donnez jamais rien, Julien. Voilà, vous avez tout compris. Pas de contestation possible. L'évaluation des biens pose-t-elle aussi parfois problème, on imagine? Oui. Le problème se pose non seulement pour ceux laissés par le défunt, mais aussi et surtout pour ceux précédemment donnés et dont les bénéficiaires sont tenus au rapport ou à réduction. Alors, comment définir la valeur du bien en cas de litige? Eh bien, voir Vaste quelqu'un question. à l'extérieur. À défaut d'accord amiable, la valeur doit être fixée par un expert, donc, et nommé par le tribunal. Les attributions se font lors du partage. Merci beaucoup, Julien Chavannes, pour toutes ces précisions. On se retrouve demain matin. Alors, on va commencer avec vous, Maître Liussou. Est-ce que être invité à une émission dont le titre serait « Hériter sans se déchirer », ça vous paraissait outré? C'est de la com ou c'est parfois la réalité que l'on peut vivre? Alors, je vais dire tout d'abord, c'est un peu comme à la SNCF. Et heureusement, la majeure partie des dossiers se passe bien. Mais malheureusement, effectivement, il peut arriver qu'il y ait des soucis dans le cadre de règlement de succession. Vous êtes notaire. Quelle est la proportion de Français qui ont un notaire pour régler ce type d'affaires-là? Est-ce que ce sont ceux qui antérieurement avaient déjà un notaire pour administrer leurs affaires? Je pense qu'il n'y a pas de règle générale. Il n'y a pas de règle générale, et je vais pas dire parce qu'on a un notaire en amont, tout va bien se passer. Non. Parce qu'on a un notaire en amont, tout va mal se passer. Non. C'est vraiment affaire d'espèce. L'aspect psychologique est très important. Mais je dirais, si on a un notaire, on peut anticiper, on peut dialoguer avec lui parce que son notaire, on est amené à le voir régulièrement pour tous les événements qui jalonnent la vie. Et donc, je dirais, c'est peut-être une chance de dialoguer, d'anticiper pour éviter les problèmes futurs. On va revenir aussi sur les potentiels conflits qu'il pourrait y avoir entre notaires des différentes parties. Quelle est la part de Français qui ont un notaire dans leur entourage? Pas d'amis, évidemment, mais dans un entourage de gestion de patrimoine. Je pourrais difficilement vous donner un pourcentage, mais je dirais que c'est l'occasion qui fait le larron. J'achète un bien immobilier, j'ai besoin d'un notaire. Je veux faire un contrat de mariage, j'ai besoin d'un notaire. Et ce notaire, soit c'est le notaire historique de la famille, soit c'est le notaire de son co-contractant, soit c'est le notaire que j'ai rencontré à telle ou telle occasion. Mais donc, je dirais son notaire, si on n'en a pas, on en a un moment ou un autre de sa vie.
Benjamin Lubzinski, hériter sans se déchirer. Quand on vous a passé ce petit coup de fil en vous disant Monsieur Lubzinski, est-ce que vous voudriez venir parler de cette dimension-là, ça vous a paru ubuesque, une bonne opportunité de parler sur une radio en vous disant finalement, bof, on y va, ou vraiment vous pensez que c'est un motif pratiquement littéraire qui revient depuis que l'homme est homme? Un motif littéraire, un motif psychologique, et puis je me suis dit que la meilleure façon d'hériter sans se déchirer, c'est d'être enfant unique. Le plus souvent, c'est ce qui est le plus facile, mais c'est vrai que... Pas toujours, peut-être, on verra, peut-être pas toujours. Peut-être pas toujours, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un enjeu psychologique qui se passe dans l'héritage qui est très très important. On n'hérite pas que d'un chèque et d'une maison qu'on a du mal à vendre. On hérite aussi de conflits, on hérite aussi d'une conversation qu'on n'a pas pu finir avec quelqu'un qui vient de mourir. On hérite de beaucoup de choses. Et donc c'est un peu toute la vie, tous les enjeux psychologiques qui se résolvent, qui se déroulent, mais d'une manière très très intense. On va dire, c'est entre la tragédie, la comédie et le tout réuni en un instant clé qui est la mort d'un être aimé ou pas, mais en tout cas d'un être dont on va hériter. Cette dimension tragicomique, on la voit à peu près dans et on fermera là la parenthèse culturelle, je dirais, mais on la voit dans tous les films qui parlent de l'héritage. On pense tous au Viager, ou c'est cette figure qui ne décède jamais. On attend tous, il y a notre vipère en effet, et puis cette nouvelle de Maupassant. Enfin, on voit bien que la littérature est quand même habitée de cette figure-là. Voilà, nous avons avec nous Monsieur Guillon qui est par téléphone. Bonjour Joël Guillon. Oui, bonjour, comment ça va? Vous êtes responsable de l'association Les Arnaques, vous, c'est ça? Voilà. Bonjour à tous vos auditeurs. Alors, hériter sans se déchirer. Ça s'appelle lesarnaques.com, ouais. Ouais, c'est ça. Hériter sans se déchirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient vers vous, vous faites partie de ces espaces de la toile où de plus en plus de personnes vont chercher un peu d'aide quand ils ont le sentiment de ne pas arriver à gérer une situation. Tout à fait. On est là, on a un forum qui est ouvert à tous les internautes par rapport à Internet et on expose un petit peu son sujet, son témoignage et les internautes donnent des avis par rapport à ce qui leur est arrivé ou il y a quelquefois aussi nos modérateurs qui peuvent intervenir et donner d'autres opinions. Est-ce que l'héritage est une question conflictuelle, Joël Guillon? Oui, sans arrêt, parce que déjà, on est, vous savez, quand tout le monde a eu un décès à un moment donné, surtout quand c'est un proche, quelqu'un qu'on était ami ou quelqu'un où on a vécu réellement longtemps avec, vous êtes un petit peu mentalement déchiré. Et c'est vrai que c'est difficile de se dire, ma mince, je trouve pas ça correct. Et vous savez pas comment dire à la personne qui est de l'autre côté et lui dire attendez non c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et effectivement là, le notaire c'est lui qui va vous aider de façon à trouver un arrangement mais pas conflictuel parce que de toute manière vous êtes dans un moral assez bas pour vous pouvez pas dire oui je vais vous attaquer, c'est pas alors je me tourne vers le notaire c'est pas l'aspect moral, voilà, vous êtes surtout en triste, vous avez le moral Joël, à zéro, on a bien compris, merci. Et il n'y a que le notaire dans ce moment-là. Maître Youssou qui est avec moi. Maître Youssou, c'est vrai que c'est un moment difficile de la vie où quand les choses n'ont pas été anticipées, c'est compliqué après. C'est certain. De vivre en même temps. C'est certain, parce que l'événement, c'est le décès d'un proche. Et tout de suite, faut enchaîner sur l'aspect patrimonial des choses. Et c'est parfois un peu tôt. Le législateur donne 6 mois pour régler une succession. Ça peut paraître très long. Pour une personne qui est décédée en France, c'est 6 mois. Ça peut paraître très long, mais pas forcément, parce que on commence pas le jour du décès. Faut d'abord laisser les personnes, le conjoint survivant, l'ami, se retourner, et puis ensuite, effectivement, on va intervenir, on va voir s'il y avait ou non des dispositions de dernière volonté. Première chose, on va recevoir les membres de la famille, on va parfois informer les membres de la famille qui ne le savaient pas qu'il y a un testament. Et là, ça peut être un traumatisme, et effectivement, essayer de faire en sorte que que le dossier, qui est le dossier de ces personnes, se passe bien. Alors vous dites 6 mois pour régler une succession, ça veut dire que du jour du décès, oui. Il faut que le législateur ait solutionné la répartition des biens en 6 mois. Le notaire. Oui. Oui, c'est ça. On a une obligation fiscale, suite au décès d'une personne, de déposer une déclaration de succession dans les 6 mois du décès. Et d'acquitter les droits de succession où il y a des modalités de paiement effectifs qui peuvent être sollicités auprès de l'administration.
Benjamin Luzinski, une remarque sur ce télescopage entre les dimensions psychologiques et matérielles. Et on parle d'un point de vue patrimonial de 6 mois, quand un deuil, généralement ça se passe plutôt au minimum sur une année. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est que, on le sait, c'est un cliché de la psychologie, mais il est vrai, on passe par des phases lors d'un deuil. Il y a d'abord le déni, on n'accepte pas que la personne soit morte, c'est le tout début du décès, du processus de deuil, la colère, la peur, qu'est-ce que je vais faire sans elle, la tristesse, et puis on se met à accepter au fur et à mesure jusqu'à retrouver sa sérénité, mais tout ça, ça se passe plutôt généralement en un an. Au moment même où on est dans une fragilité émotionnelle, et à ce moment-là, dans cette turbulence émotionnelle, on demande à la fois d'avoir du tact avec les co-héritiers, d'être malin un petit peu, et puis d'être gestionnaire, parce que bien souvent les gens ont à la fois, pour la première fois de leur vie, à subir une violence émotionnelle extrême, et en même temps on leur demande peut-être aussi pour la première fois de leur vie d'accomplir un acte de gestion, un acte de patrimonial très important, et évidemment les deux chargent en même temps ce télescope et créent une difficulté très très importante. Tout le monde est à vif, et c'est aussi pour ça que ça potentialise, ça catalyse les difficultés et les conflits familiaux, tout simplement parce que tout le monde est écorché. Alors je voudrais qu'on revienne sur la réforme de 2007. Est-ce qu'on peut dire, Maître Lioussou, que la réforme de 2007, elle a pris acte de deux tendances lourdes des 30 dernières années, l'éclatement de la famille et l'augmentation de l'espérance de vie? C'est sûr. Le but du législateur, ça a été de permettre une transmission plus facile en tenant compte de la réalité. La réalité, c'est que maintenant, on hérite de plus en plus tard. La moyenne, vous disiez, c'est un peu plus de 53 ans, mais il n'est pas rare qu'on hérite à 65, voire plus. Donc, on est déjà grands-parents soi-même quand on hérite. Donc, c'est pourquoi le législateur en particulier a donné des outils. On peut renoncer, ce qui n'était pas possible avant, renoncer à la succession au profit de ses propres enfants. On saute une génération. Alors ça, c'est pas permettez-moi de vous interrompre, parce que ce n'est pas, j'allais dire, sans conséquence sur le psychisme quand même de l'enfant qui se voit pratiquement sauter au profit de ses propres enfants. Il faut imaginer que c'est comme si sa place devenait une sorte d'angle mort dans la filiation, dans Benjamin Luzinski. Est-ce que ça, c'est pas forcément, parce que on observe chez les personnes, chez les seniors d'une manière générale, une évidence et une habitude du don vis-à-vis des enfants. Donc ça leur semble très souvent très naturel de donner finalement un héritage, où eux-mêmes ont peut-être parfois fait également des dons en direct à leurs enfants, parce que c'est une manière de les aider, ça semble tout naturel. Alors parfois ça peut toujours créer des conflits, c'est-à-dire que les enfants aimeraient bien hériter, les petits-enfants aimeraient bien hériter directement, ou hériter de quelque chose, même s'ils n'ont pas droit, ils vont se sentir légitimes à le demander, donc ça peut créer des conflits intergénérationnels, mais on va dire, si quelqu'un décide de sauter le pas et de transmettre directement à ses enfants au lieu d'hériter soi-même, généralement c'est un acte qui est librement consenti et plutôt bien vécu. Maître Lioussou, cette tendance-là, elle est actuellement c'est une réalité. Banalise. C'est vraiment une réalité, et on doit le proposer, informer ces enfants qui ont 60 ans et plus, les informer de cette possibilité, et c'est eux qui vont choisir. C'est eux qui vont décider de dire, moi, maintenant j'ai pas de besoin. Moi, j'ai eu la chance d'être aidé aussi, peut-être. Donc, je transmets, je passe ma place. Ça a été une forme de réponse aussi à une difficulté parfois pour les trentenaires de rentrer sur le marché de l'emploi ou de construire, de s'installer dans la vie. Un des outils, probablement un des éléments. Il y a eu aussi l'augmentation de l'abattement fiscal, qui était de 50 000 €, qui a été triplé, pour, là aussi, anticiper du vivant les transmissions. Donc ça, c'est un premier conseil que vous donnez pour nos auditeurs. Si l'on souhaite précisément faire bénéficier aux petits-enfants de l'héritage, il faut leur dire, et le dire également à ses propres enfants, de son vivant. Bien sûr, tout à fait. Qu'est-ce que ça te fait finalement de ne pas être au courant des dispositions qui vous sont réservées, Benjamin Luzinski, au moment du décès? Moi, ce qui me surprend, mais ce que je remarque quand j'entends Maître Lioussou, c'est que finalement, le vocabulaire qui est utilisé par les notaires, les termes juridiques, sont des termes qu'on retrouve énormément en psychologie. On parle
tout aussi bien d'héritage, on parle de patrimoine, enfin toutes ces idées, ces concepts sont très très proches et les mots utilisés sont très très proches. Parce que c'est vrai qu'un héritage, donc comme on disait tout à l'heure, c'est pas qu'un chèque, c'est aussi un besoin de reconnaissance. Donc quand on apprend par exemple qu'on n'hérite pas ou qu'il y a un testament, on peut se sentir trahi. Déjà que généralement dans les phases de deuil, il y a un moment où on en veut aux morts, aussi absurde que cela puisse paraître, on lui en veut par exemple d'être mort. Eh bien, quand on se rend compte qu'il y a un problème au niveau de l'héritage, eh bien c'est tout un questionnement psychologique qui existe, c'est-à-dire on a besoin dans l'héritage souvent d'une reconnaissance, c'est-à-dire c'est pas uniquement le chèque, c'est est-ce que la personne m'aimait ? Si oui, est-ce qu'il m'aimait autant que mes frères et sœurs ? Est-ce qu'il m'acceptait ? Qu'est-ce qu'il pensait de moi ? Il y a eu un suicide. On va revenir sur les questions des frères et sœurs. J'entends Joël Guillon, vous êtes toujours avec nous. Nous avons Marie qui nous rejoint. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Allô ? Alors Marie est perdue, mais Joël est toujours là. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Vous êtes avec nous. Vous étiez en train d'intervenir. Vous parlez de suicide. Oui, c'est ça c'est-à-dire que s'il y a un suicide... D'accord, quand le décès advient par suicide. Oui. Oui, très bien. Je On peux vous écoute, continuer, absolument, allez-y. Ouais, voilà. En fait, c'est vrai que par rapport à ce qu'a dit le notaire, on est déjà abasourdi par rapport à un proche. Et quelquefois, il y a un suicide inattendu, bien entendu. Et là, c'est beaucoup plus dur au niveau moral par rapport aux personnes, surtout lorsque celle-ci a mis effectivement un dernier papier qui est ses dernières volontés. Et c'est le procureur de la République donc qui va décider si ce papier est valable ou pas. Et là, il y a un déchirement par rapport à la famille, parce que il y a une incompréhension déjà par rapport au suicide. C'est un cas que vous avez rencontré, Joël Guillon ? Exactement. D'accord. Et il y a aussi de l'autre côté la famille donc qui comprend pas. De l'autre côté, il essaye d'avantager les personnes qui étaient proches de lui. Et là, il y a une incompréhension de la famille. Et il y a en fait des mois qui se passent, vous comprenez pas. Et en fait, effectivement, la famille essaye de cacher plus ou moins le papier qui a été mis par rapport aux dernières volontés. Et là, en fait, j'ai rencontré pareil mon notaire qui est depuis 2 générations maintenant, et pareil de l'autre côté. Donc, on a un notaire historique. Et malgré tout... Je vous arrête, Joël, parce que je voudrais... Joël, je voudrais faire juste une parenthèse. Le notaire va jamais se mettre en porte-à-faux avec un autre notaire. Joël, on ne comprend pas très bien votre situation. Comment ? Joël, je suis navrée, on ne comprend pas très bien la situation que vous êtes en train de nous décrire. Il y a eu suicide, c'est ça ? Ouais. Qui hérite ? En fait, il y a de la famille qui a hérité. Il y a des proches qui étaient qui validaient comme un testament. Le procureur de la République donc a demandé à un notaire de mettre ses dernières volontés donc dans le fichier central des testaments, de façon à pouvoir valider officiellement ce testament. Joël, je me tourne vers Maître Youssou, c'est une pratique, c'est un protocole habituel. Non, il y a un décès. On découvre un testament, ou un document qui est susceptible d'être un testament, apparemment qui est reconnu comme étant un testament. On ne va pas, c'est pas après le décès qu'on va inscrire le testament au fichier des dispositions de dernière volonté. Après le décès, le testament est ouvert et doit être exécuté. Voilà. On inscrit au fichier des dispositions de dernière volonté les testaments du vivant des personnes. Voilà. Alors une question qui nous arrive, peut-on contester un testament ? Oui, évidemment. Bien sûr. Selon on peut quelle contester modalité ? un testament. Alors, je dirais que pour simplifier, il y a 2 types de testaments. Il y a le testament holographe, celui qui est rédigé, daté et signé intégralement de la main de la personne. Puis il y a le testament authentique. Testament authentique, c'est celui qui est reçu pour le compte de la personne, sous sa dictée, par un notaire, avec des témoins ou 2 notaires. Celui-là, il n'est
On imagine pas Alors, contestable. Alors, le deuxième est plus difficilement contestable, mais on peut aussi, inscription en faux, ou dire que la personne n'était pas capable quand elle a rédigé son testament. Un testament holographe peut plus facilement être contesté, et pour des motifs d'incapacité, pour des motifs de... C'était pas la personne qui l'a écrit, c'est pas la personne qui l'a... ou elle l'a... Sous influence, avec voilà, la faiblesse voilà, tout à fait, intellectuelle, tout etc. est possible, tout est possible. On a Marie qui nous rejoint. Bonjour Marie. Oui, bonjour, c'est gentil de me prendre. Bienvenue à vous. Vous nous appelez d'Île-de-France, Marie. Voilà. Très bien. Vous êtes concernée par cette question? Oui, gravement, on va dire. Ça fait 4 ans et demi que ça dure. Hein. D'accord. On n'est que 2. J'ai un frère qui est diplômé d'une école très prestigieuse et qui joue avec sa notoriété, probablement. Donc ma mère était sous curatelle 512, c'était mon frère qui était curateur. Et pendant tout le temps où il a été curateur, en fait, il a organisé sa propre succession, on va dire ça comme ça. Après le décès, moi j'ai été obligée de reconstituer pièce par pièce les éléments pour faire valoir mes droits. Il n'a jamais rien produit. Au bout de plus de 6 mois, avec les éléments que j'ai reconstitués, j'ai pris sur moi de faire moi-même la déclaration de succession. Les droits ont été payés, donc une partie par mes propres fonds. Il y a une maison, hein. Et en fait, mon frère, qui n'a pas réussi à me faire valider des comptes qui étaient faux, et qui cachait un gros contrat d'assurance vie qu'il a fait établir même pas 2 ans avant qu'il ne fasse mettre ma mère sous curatelle 512, m'a assigné il y a 1 an et demi en partage. Donc ça fait maintenant 53 mois qu'on me refuse mes clés. Et il m'a assigné sur un faux projet de compte de succession qui ne tient pas la route au niveau finance par rapport à la valeur de la maison, ne serait-ce que ça. Hein. Mais aussi, il cachait le contrat d'assurance vie qui était fiscalisable. Et son notaire, qui a changé, hein, parce que c'était son premier notaire a cédé, enfin, a pris sa retraite, donc son nouveau notaire, qui est l'associé du précédent, est maintenant président de la chambre du département. Ça se passe en grande couronne. Je fais exprès de le dire. Hein. Très bien. Alors Marie, et donc en Marie, fait, vous restez là, mais je termine juste par une petite phrase. Marie, je voudrais faire réagir le notaire qui est avec nous, pour savoir un petit peu comment on peut remettre en perspective votre témoignage, en quoi il est représentatif, on imagine, mais vous restez avec nous de situations d'autres personnes. Il y a la question de l'assurance vie, il y a la question de l'évaluation des biens, et puis il y a la question de la préparation manifeste du frère de Marie qui aurait un petit peu préparé à ses propres fins le décès de ses parents. Il y a beaucoup de choses. Si vous voulez, on reverra ensuite la préparation, mais d'un point de vue positif. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a un contentieux entre 2 héritiers. Comment est-ce que ça se passe? Il y a un décès, on saisit un notaire. A priori, au début, c'est un notaire. Ensuite, ça va être le notaire chargé du règlement de la succession. Ensuite, chaque héritier a la possibilité de saisir un autre notaire qui sera son notaire conseil. Étape suivante, chacun sera peut-être assisté d'un avocat. Et enfin... À quel moment on fait appel à un avocat, Maître Youssou? C'est quand déjà les choses commencent à sentir un petit peu le routier. C'est quand on n'arrive pas à s'entendre. Mais c'est pas parce qu'on appelle un avocat qu'il y aura forcément un contentieux. Moi, je pense que notaires, avocats, tous les professionnels du droit sont là pour faire en sorte que des personnes qui ont subi un choc émotionnel, qui après, bien évidemment, vont focaliser sur l'aspect financier, comme le disait monsieur, pour régler des comptes, hein, faire en sorte que on leur évite des années de procédure. Et pour moi, c'est pas parce qu'il y a un avocat dans le dossier que le dossier sera contentieux. Les professionnels sont là pour faire avancer positivement les dossiers et essayer d'éviter, je dis bien essayer d'éviter à ces personnes de partir dans des années de procédure, parce que quand on commence, c'est pas quand on finit, et pour trouver un accord. Dans le cas de Marie, ça fait 3 ans, manifestement, son frère avait un petit peu réfléchi à la question avant. Oui, alors peut-être avait-il, en qualité de représentant légal, anticipé, fait souscrire un contrat d'assurance vie. Alors effectivement, il y a le problème des contrats d'assurance vie. Le principe, c'est que l'assurance vie est hors succession. Elle est hors succession, donc indépendante de la règle de la dévolution successorale et du respect de la réserve héréditaire. Bon, maintenant,
des contrats d'assurance vie, il faut voir. Il y a des contentieux, mais qui sont pas faciles, pour des primes manifestement excessives, pour une souscription alors que la personne n'était plus à même de se rendre compte de ce qu'elle faisait. Effectivement, c'est un autre aspect, c'est hors succession, et pourtant ça en fait pleinement. Ça peut devenir un outil précisément de du règlement global. Ça pourrait être un Marie, outil de... une dernière réaction. Une petite phrase, si vous voulez bien. Son assignation, il l'a basée sur ses faux comptes en disant que c'était mon propre notaire qui l'avait mis en place. Et donc le chantage, si on remet les choses en perspective, c'est la maison. Parce qu'en fait, il veut que la maison soit vendue aux enchères, ce qui n'a aucun sens. Il a lui-même les clés. Vous souhaitez quoi, Marie ? Le notaire, qui est président de la chambre maintenant, du département, continue, alors qu'il n'a pas le droit, à refuser de me rendre mes clés. Donc je ne peux même pas rechercher un acquéreur et entretenir le bien immobilier pour que ça soit vendu au meilleur prix, aux intérêts des deux. Vous pensez, Marie, qu'une résolution équitable, si tant est... moi, j'aimerais. Alors, si elle était possible, je voudrais. Elle viendrait résoudre vos conflits fraternels ? Pardonnez-moi ? Vous pensez qu'une résolution équitable viendrait résoudre vos conflits avec votre frère ? Moi, ce que je veux, c'est qu'on trouve un arrangement amiable. Mais de toute façon, je ne pourrai jamais céder au chantage par rapport à la maison, puisque les droits de succession sont payés. Donc, de toute façon, en dehors du fait que je n'ai pas l'intention et je n'ai jamais eu l'intention que l'administration fiscale soit fraudée, les pressions qui sont exercées directement ou indirectement sur moi par rapport à cette maison, qui est l'objet, en espérant. Et comme ça n'a pas marché, en fait, mon frère m'a assigné avec les mêmes comptes en disant que ça venait de mon notaire. Je veux dire, je ne pourrais jamais valider un projet de compte. D'accord. En fait, compris. C'est les droits de succession qu'il a mis en avant, c'est 350 € avec une maison. Voilà. Merci Marie pour ce témoignage. On a Monique qui nous rejoint. Monique, le temps de vous saluer, puis on va faire une petite escapade musicale. Bonjour Monique. Oui, bonjour. C'est justement un petit peu en rapport, ça peut répondre à la personne qui vient de parler précédemment, mais je vous appelais pour dire que dans la Bible, il y a beaucoup de transmission de biens matériels et affectifs. On commence par l'usurpation avec les deux fils Jacob et Ésaü, et puis il y a dans Jérémie, le chapitre 32, il y a « Tu as droit de rachat sur ce bien ». De lire ces textes-là et ce qui s'ensuit après, moi j'ai trouvé beaucoup d'apaisement dans des situations qui n'étaient pas nécessairement l'héritage. Il y a aussi David qui accueille un enfant handicapé dans le livre de Samuel et qui le fait, l'attention aux plus pauvres, etc. Parce que c'est toute... Merci Marie, c'est vrai que c'est toute la question de ce qu'on transmet, de ce que l'on donne et du bien avec un petit B puis avec un grand B. Alors merci Marie, on se retrouve 01 56 56 44 44. Restez avec nous et n'hésitez pas à nous appeler pour poser vos questions, apporter votre témoignage. Je suis en plateau ce matin avec Benjamin Lubzinski qui est à la fois psychothérapeute et coach, et maître Liu Su qui est avocat à Paris, spécialiste dans ces questions-là, absolument notaire, tout à fait. À tout de suite. 01 56 2 fois 44 2 fois. Qu'on a perdu la guerre, bien sûr que je le reconnais. Bien sûr la vie nous met le compte, bien sûr la vie si tu non plus. Bien sûr que j'aimerais bien te montrer ailleurs où on ferait pas que fuir. Mais bien sûr j'ai pas les moyens, et quand les poches sont vides alors allons rire. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine. Bien sûr que les montagnes sont belles, bien sûr qu'il y a des vallées, et les enfants sautent sur les mines, bien sûr dans une autre vallée. Bien sûr que les poissons froids se traîner là dans la mer. Bien sûr que j'ai encore moi comme un goût avalé de travers. Mais ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine, tu sais. Bien sûr j'ai la ville dans le ventre, bien sûr j'ai vendu ma moto, bien sûr je te trouve très jolie, j'ai vraiment envie de te sauter. Bien sûr la vie nous fait offense, bien sûr la vie nous fait misère, on ira aussi vite que le vent.
vivant, même si on a bien souvent rampé. Ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine, tu sais. Se saouler, attendre le jugement dernier, transplanter là-haut dans le ciel. Il paraît que c'est pas pareil, il paraît que la vie n'est jamais aussi belle que dans tes rêves, que dans tes rêves. Et ça ne fait rien, ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine. Il paraît que les petits moineaux, Essence déchirée, 01 56 56 44 44 si vous souhaitez nous rejoindre ce matin dans la Voie libre pour en parler. J'ai le plaisir d'avoir avec moi un notaire, Maître Youssou, qui nous donne évidemment toutes les explications concernant les questions de l'héritage, et j'imagine, Maître, que c'est extrêmement complexe comme domaine d'activité. Oui, c'est complexe parce que il nous faut appliquer des règles de droit qui évoluent et gérer, entre guillemets, des personnes qui viennent avec leur humanité. Et donc il faut appliquer les règles de droit, faire comprendre que telle règle de droit va avoir telle conséquence, et le faire comprendre à une personne qui, parce qu'elle bénéficiait par exemple d'une donation entre époux, conjoints survivants, pensait pouvoir avoir toute la succession. Hein, on va revenir sur la question de la donation entre époux, et notamment de ce qu'on appelle la donation au dernier vivant. C'est ça. Alors ça, il paraît que c'est une grande tendance et que de plus en plus on verrouille à ce niveau-là les dossiers. Alors on verrouille, je ne sais pas. La donation au dernier vivant permet entre conjoints de se donner le maximum. Enfin, on donne toute sa succession au conjoint, mais il est prévu qu'en présence d'enfants, c'est-à-dire des héritiers réservataires qu'on ne peut pas déshériter, le conjoint aura le maximum qu'on puisse lui laisser. Mais alors pourquoi la loi prévoit-elle précisément de protéger le conjoint? Et est-ce que à la faveur de l'éclatement quand même du noyau familial, il a fallu préserver ce conjoint qui parfois n'est pas le parent des enfants des descendants? Voilà. Alors, comme vous le dites, il y a deux aspects. Il y a la vocation légale et la vocation conventionnelle. La vocation légale a été changée, et il y a eu de nombreuses discussions pour savoir, en présence de familles recomposées, quelle était la vocation légale du conjoint survivant. Parce que effectivement, on arrive au décès avec des familles recomposées à ce que pas bien souvent, mais il arrive que le conjoint survivant n'ait que quelques années de plus que ses beaux enfants. Et donc, on peut arriver à des situations de blocage. Donc, on a voulu, pour la loi, éviter que le conjoint survivant ait une vocation légale en usufruit de la totalité de la succession. Et le législateur a dit, c'est en présence d'enfants non issus du mariage, le quart du patrimoine successoral en pleine propriété. Ça, c'est la vocation légale. Parce que l'usufruit était plus simple à faire accepter, précisément dans le cadre d'une famille traditionnelle où l'usufruit était parce qu'on sait parents. que l'usufruit s'éteint et puis les enfants deviennent plein propriétaires. Là, on a, je dirais, des intérêts qui sont peut-être un peu divergents. Et donc, la donation entre époux permet à la personne qui va décéder d'ouvrir cette possibilité qui ne lui est pas offerte par la loi. Ça veut dire que la société fait bouger le droit. Ici, là, aujourd'hui, on est en train de vivre une période un petit peu charnière. Oui, enfin là je dirais que tout ça c'est traditionnel, c'est simplement les familles recomposées qui sont de plus en plus présentes en cas de décès. Et peut-être là il est dans le rôle du notaire pour éviter qu'au décès
on se déchire, c'est de dire bon ben voilà, il y a une donation au dernier vivant, on se retrouve, on a un conjoint survivant et des enfants non issus du mariage. Si le conjoint opte pour la totalité en usufruit, eh bien les pauvres enfants vont attendre désespérément le décès par hypothèse de leur belle-mère pour avoir quoi que ce soit. Donc il y a des outils. Par exemple, le conjoint peut cantonner sa vocation, c'est-à-dire dans l'intérêt de tous, dire je vais pas prendre l'usufruit de toute la succession, mais je vais limiter mon usufruit ou exclure de mon usufruit, de ma vocation en usufruit, tel ou tel bien. Ce que vous appelez vocation, et sur une radio chrétienne, c'est un accent un peu particulier. Ici, c'est sur un plan juridique. Ce que vous appelez vocation, c'est les champs d'application, quoi. C'est de mes droits. Je veux dire, de ce à quoi je pourrais prétendre. Donc, voilà. Cette précision étant faite, je me tourne du spirituel au psy. Vers vous, Benjamin Lubzinski. On imagine bien que dans les familles recomposées, parents et descendants n'étant pas du même lit, comme on disait auparavant, les conflits prennent une autre tonalité. Oui, il faut comprendre que c'est devenu vraiment un imbroglio psychologique de plus en plus important. Pour faire simple, une famille, c'est une sorte de système, c'est une sorte de machine. Chacun tient un rôle et chacun s'y tient. Donc ça marche à peu près, ou ça marche qu'un peu importe, mais ça fonctionne. Et quand on retire l'un des engrenages, par exemple le père ou la mère, quand quelqu'un meurt, tout s'écroule et toutes les relations doivent être réinventées. Alors déjà, ce qu'on observait dans les héritages, on va dire, traditionnels, il y a 50 ans, 60 ans, c'est que déjà, entre guillemets, les pièces rapportées, c'est-à-dire les gendres, les belles-filles, envenimaient la situation dans cette famille qui avait déjà du mal à s'entendre parce que elle était complètement bouleversée. Il pouvait y avoir un enfant naturel, ça complexifiait encore l'ensemble, mais maintenant, avec les familles recomposées, tous les enjeux de reconnaissance psychologique, il y a un vrai problème systémique, il y a un vrai problème d'ensemble qui ensuite doit être géré rationnellement par les intervenants juridiques. Et puis nous, on va dire les psys, à quel moment on intervient dedans? Simplement parce que bien souvent, les gens viennent nous consulter à un moment de deuil, et alors on doit être un conseil, non pas évidemment juridique, mais un conseil dans l'attitude, en même temps qu'une aide à accomplir ce processus douloureux et nécessaire qu'est le deuil. On a Odette qui nous rejoint. Bonjour Odette. Oui, bonjour. Bonjour, ben voilà, ma question est très simple. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, j'ai 86 ans, mais j'ai des neveux et nièces. Alors je suppose que ce que j'ai, c'est pour eux. Mais comme je voudrais quand même plutôt que ça soit à l'un plutôt qu'à l'autre, je pense simplement, il faut que je fasse un testament. Alors, réponse Maître Youssouf, pour être équitable, Odette, voilà, t'as décrit quelque chose. À partir du moment où vous n'avez ni enfant ni conjoint survivant, vous êtes totalement libre de décider de votre vivant qui héritera de vous. Et donc, dans votre cas particulier, qui est classique, hein, il faut rédiger un testament. Parce que par votre testament, vous allez pouvoir désigner vos héritiers, attribuer, si vous le souhaitez, à chacun tel ou tel bien. Le testament est très souple. Simplement, il faut qu'il soit intégralement écrit de votre main, daté et signé, et je vous invite à prendre conseil auprès de votre notaire pour vous assurer que ce que vous allez écrire soit conforme à votre volonté et qu'après votre décès, il soit bien exécuté. Donc un testament holographe qui soit C'est un testament écrit, daté et signé. Allez voir le notaire, c'est juste pour le conseil, être certain que ce que j'écris correspond à ce que je souhaite. Et un deuxième aspect également, intérêt d'aller voir le notaire, donc c'est le conseil sur la rédaction et surtout la possibilité d'inscrire votre testament au fichier central des dispositions de dernière volonté pour éviter que votre testament soit oublié. Ça veut dire que ça, c'est une forme de précaution. C'est un indice de précaution si on fait inscrire son testament sur ce fameux Parce fichier. que on sait que le testament ne sera pas oublié. Le notaire qui est chargé de régler une succession, doit interroger le fichier. Et donc, la succession est ouverte à Paris, mais on saura malgré tout qu'à Carpentras, Madame a déposé un testament chez Maître X. Alors si Odette ne fait rien, Odette, restez avec nous. Si Odette ne fait rien, qu'advient-il? Alors, on ira voir hein, s'il n'y a pas de descendance, s'il n'y a pas de conjoint. On va voir s'il y a des pères et mères, s'il y a des frères et sœurs. Et qui ont
Le notaire chargé du règlement de la succession. Ça peut durer un temps fou, alors. Non. J'avais qu'une sœur, elle est décédée au mois de juillet. Voilà. Tout dépend si les personnes le ou la personne qui va saisir le notaire apporte suffisamment d'informations pour qu'on retrouve les héritiers. Parce que effectivement, si on n'y a pas de testament et si les héritiers sont relativement éloignés et s'il y avait peut-être plus de contact avec une branche, ou côté du père ou côté de la mère, eh bien effectivement, ça prendra un peu de temps. Le notaire va d'abord essayer lui-même de rechercher en fonction des indices ses héritiers, et s'il trouve pas, il faudra faire appel à un autre professionnel. Généralement, c'est un généalogiste qui interviendra, et ça peut prendre un certain temps. Du temps, alors qu'avec un testament, tout est dit et ça perdrait pas de temps. Remarquez, pour ne rien vous cacher, j'ai déjà été à la banque avec mes neveux et ils ont déjà mon assurance vie qui est à leur nom, voyez-vous. Oui. Et puis ils ont la signature sur mon carnet de chèques, mais enfin comme j'ai quand même un PEA, enfin différentes choses, ces choses-là, dès que je décède, c'est bloqué. Oui. Maître Youssou ? Oui, effectivement. Ça se pratique beaucoup d'aller déjà avec via les fameuses assurances vie dont il semble qu'on en parle beaucoup. Alors, l'assurance vie, il faut une clause bénéficiaire. C'est un contrat, une stipulation pour autrui. Il faut une clause bénéficiaire du contrat en cas de décès. Alors, est-ce qu'il est judicieux d'informer le bénéficiaire ? Ça, je ne sais pas. On va demander ça au psy qui est à côté de nous. Est-ce que avertir avant son décès qu'un bénéficiaire le deviendra, quelles sont les incidences psychologiques ? Qu'est-ce que ça... Moi, je pense que ça peut être une très très bonne idée. Je dirais que l'héritage, d'un point de vue psychologique, ça doit se préparer de son vivant. C'est-à-dire que il faut que la personne sache dès le départ, se prépare à savoir exactement ce dont elle va hériter, qu'elle s'imagine pas qu'elle va hériter du Pérou, qu'elle sache exactement ce qu'il y a comme patrimoine. Bien souvent, il y a des déceptions. Ils sont venus avec moi à la banque et ils ont signé tous les papiers, ils ont les doubles de tout ce que j'ai et c'est fait pour ça. Oui, non, c'est une chose assez saine parce qu'on peut se préparer à la succession, bien expliquer à chacun des intervenants comment ça va être divisé à l'avance, et puis également, ce qui peut être intéressant à ce moment-là, c'est de donner aussi un héritage qui soit un héritage psychologique, un héritage de reconnaissance, c'est-à-dire dire à la personne pourquoi on va la faire hériter, pourquoi on l'apprécie, et peut-être évidemment lui donner aussi quelques conseils pour sa vie, pour que l'héritage ne se limite pas simplement à ce chèque ou à des conditions financières. Mais il n'y a pas un risque là, pardonnez-moi Benjamin Oliveski, mais n'aurait-il pas un risque d'acheter un petit peu de son vivant la liberté possible de son héritier vis-à-vis de soi-même ? Bien sûr, ça peut toujours être instrumentalisé. C'est le petit chantage, sois gentil avec mémé parce que si tu veux que tu hérites, ça existe. Vouloir être couché sur un testament quand on est couché sur un lit, ça existe aussi. L'argent est souvent instrumentalisé. Et puis, il y avait une phrase que j'aime bien de Weil qui est très connue. Il disait « Je résiste à tout sauf à la tentation ». Or, l'héritage, c'est vraiment le moment de la tentation. C'est-à-dire qu'on peut, comme l'auto, comme dans d'autres circonstances, tout d'un coup devenir un peu, beaucoup ou très riche, et ça révèle pas forcément les meilleurs côtés des gens, ça révèle aussi parfois leur côté manipulateur. Tout à l'heure, on parlait d'un cas où l'un des héritiers avait peut-être organisé ou maquillé ou en tout cas triché sur l'héritage. Ça révèle aussi souvent des personnalités qui sont cachées par les conventions, mais qui se révèlent au grand jour simplement parce que là, il y a un intérêt financier réel. Sur le plan juridique, on peut parler de recel, Maître Youssou, quand on considère que son frère ou sa sœur a dissimulé. Oui, si on dissimule un actif successoral, effectivement, c'est le recel. Mais je voudrais juste revenir sur l'intérêt. Moi, je crois qu'il faut toujours, quand on est en présence de neveux ou de parents éloignés, garder la liberté de changer d'avis. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas, pour des raisons fiscales, donner de son vivant. Tout dépend de l'importance du patrimoine. Mais il faut donner pour d'autres raisons que des raisons fiscales. Non, justement, il ne faut pas, pour des raisons fiscales, transmettre. Faut avoir, d'autres motifs, tout à fait. Et puis, il faut peut-être avoir un patrimoine important. Et après,
Bon, c'est des testaments, un neveu avec qui on s'entend bien aujourd'hui, dans 6 mois, je sais pas si on s'entendra toujours bien avec lui, parce que on a le droit de changer d'avis. Donc, informer une personne de confiance, oui. Systématiquement ses héritiers, neveux et nièces ou filleuls. À voir. À voir. Nous avons Jacqueline qui nous rejoint. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Excusez-moi, j'arrive un peu tard. Non, Mais vous arrivez à c'était point très nommé. intéressant. Vous arrivez à point nommé, on vous écoute. D'où nous Voilà, appelez-vous alors, Jacqueline moi, la question que je posais, j'ai fait moi c'est holographe pour le moment, c'est sur le coin de ma cheminée, effectivement. Si je brûle, eh ben, ça brûle. Et j'ai fait 2 testaments, le même si vous voulez, mais un à déclarer au notaire pour les biens sur lesquels on va prendre une certaine somme, etc. Et un autre que les enfants peuvent aller directement prendre de l'argent, c'est-à-dire j'ai une épargne de vie, 2-3 choses, voilà, sur lesquelles qui n'ont pas besoin d'être déclarées chez le notaire. Mais maintenant, peut-être que ça a besoin quand même d'être déclaré chez le notaire. Voilà, c'est ça que je voudrais savoir. Jacqueline, vous avez des enfants ? Oui, moi j'ai fait mon testament, tout à fait. Je le revois de temps en temps, disant que je suis saine d'esprit et je fais. Bon, je suis pas très âgée, mais ça peut quand même arriver. J'ai 79 ans. Mais voilà, ma question c'était ça. Est-ce que chez le notaire, ce qui n'est pas forcément déclarable, doit-il être quand même déclaré? Ça c'est une question, c'est une vraie question. On se dit qu'est-ce qui doit faire l'objet d'une disposition particulière à déclarer devant le notaire et qu'est-ce qui de facto va être réglé? Oui, alors je dirais si je comprends bien, vous avez fait 2 testaments, un testament pour les biens qui dépendent directement de la succession, donc tout ce qui n'est pas assurance vie, et un deuxième testament qui sont les clauses bénéficiaires de votre contrat d'assurance vie. Tout à fait. Bon, alors, moi je dirais, ce deuxième testament, je vous invite soit, et même le premier, soit le laisser chez un notaire, soit pour ce testament relatif aux clauses bénéficiaires, à le donner directement à la compagnie, pour éviter qu'il s'égare, qu'il soit perdu, qu'il soit pas révélé. Après, vous savez, un notaire il faut qu'il sache s'il y a eu ou non des contrats d'assurance vie. Ça, je sais bien que c'est un peu le tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il faut le savoir. Pourquoi ? Il y a 2 motifs. Il y a le premier motif, c'est que certains contrats sont taxables au titre des droits de succession. Et donc, ces contrats peuvent avoir une incidence sur le calcul des droits de succession en dehors de l'assurance vie. Et deuxièmement, d'un point de vue civil. D'un point de vue civil, on a vu que un intervenant tout à l'heure nous disait il y a eu un gros contrat, etc., qui m'a été caché. Il y a un devoir d'information. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on on est assuré que les choses vont aboutir comme on le souhaite. Voilà. Est-ce que je peux dire quelque chose? Un tout dernier mot parce qu'on a encore beaucoup d'appels. Alors moi, mon histoire d'assurance vie, j'ai fait une déclaration là où c'est assuré pour mes enfants, éventuellement les petits-enfants de l'un qui mourrait. Donc sur ce plan-là, ils savent très bien à qui ça va aller. Et donc voilà, je savais pas s'il fallait vraiment le déclarer ou pas le déclarer. Moi, je leur dis là où il faut aller le jour de mon décès, une fois que je serai partie. Eh bien, ils le savent. Moi, j'ai tout réparti. J'ai pas de choix. Je veux faire les choses parfaitement équilibrées. Donc voilà, je me demandais s'il fallait quand même le déclarer au notaire. Merci beaucoup, Jacqueline. Très bonne journée à vous. Benjamin Lubzinski, pourquoi c'est si difficile finalement de parler de la mort de ses parents ou au contraire de sa propre mort à sa famille? Tout d'abord, il y a une difficulté à accepter sa propre mort. Il y a aussi un petit côté superstitieux. Si on parle de sa propre mort, on a peur qu'elle arrive. Donc, c'est un sujet qui, déjà, la mort d'une manière générale dans notre société est un peu tabou. Vous verrez qu'on en parle de moins en moins, que c'est un sujet de moins en moins abordé. Et donc, par voie de conséquence, l'héritage également. Mais c'est important comme on disait à une époque, de mettre en ordre ses affaires.
De mettre en ordre aussi par les mots, par les mots MOTS. aussi, bien sûr, oui, c'est-à-dire l'héritage, bien dire ce qu'on pense de la personne, ça va faciliter considérablement et le deuil et l'acceptation de l'héritage, héritage financier. Et donc pour ce côté-là, c'est vraiment très important, même si ça reste tabou. Donc ça déplaît à tout le monde, ça déplaît à ceux qui vont mourir parce qu'ils n'ont pas envie d'en parler. Ça déplaît aussi aux héritiers parce que soit ils sont intéressés et dans ce cas ils passent pour intéressés, soit ils veulent surtout pas l'entendre parce qu'ils veulent pas imaginer que la personne peut mourir. Donc vous imaginez entre accepter la mort de son parent ou passer pour intéressé, c'est quand même un choix qui est difficile. Malgré tout, je crois que c'est pas mal d'en parler pour préparer sa succession véritablement. Benjamin Lubzinski, la place des pièces rapportées, on imagine, Maître Youssou, qu'elles prennent beaucoup de place dans la gestion de ses affaires. On n'en a pas beaucoup parlé pendant cette émission. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la bonne attitude à avoir quand on est soi-même valeur ajoutée aux pièces rapportées? Je crois que si on peut se mettre un petit peu de côté, c'est une bonne chose, rester un petit peu dans l'ombre. C'est-à-dire que déjà, vous savez, plus on est de fous et moins on agit. Quand il y a 4 personnes à une table, déjà c'est compliqué. Quand en plus vous rajoutez le double, donc il y a 8 personnes parce qu'il y a autant de pièces rapportées, ça crée autant de conflits, autant de difficultés. Je crois qu'une des choses qui est importante, c'est même si on subit un deuil, même si c'est difficile, de clairement, quand on va hériter, déterminer ses objectifs. C'est-à-dire se dire, bon, très clairement, je veux avoir un héritage qui soit honnête, qui soit juste, quelle est la somme que je veux obtenir, et puis aussi dépsychologiser le débat et avoir une attitude la plus rationnelle possible. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Jean Lussou, je rappelle que vous êtes notaire associé chez Michelet Associés, c'est à Paris. Benjamin Lubzinski, on peut vous retrouver. Vous êtes coach et psychothérapeute, on sait que vous avez vous-même un petit site. Oui, psy-coach.fr qui est aussi un site d'entraide. On parle beaucoup de la famille et entre autres des héritages. À demain. Réflexion que nous avons amorcée dans la voie libre de ce matin hérité sans se déchirer. Je vous propose de lire ou de relire l'ouvrage coécrit par Ginette Lépine et Isabelle Gravillon. C'est paru chez Albin Michel pour pointer précisément les enjeux affectifs de la transmission. Pour poursuivre également, www.psy-coach.fr, c'est le site de notre invité Benjamin Lubzinski. Et puis enfin, pour les questions juridiques, n'hésitez pas à vous rendre peut-être sur le site du notaire qui nous a fait le plaisir de sa présence. Il s'agit de Jean Lioussou, notaire associé chez Michelet Associés. Puis de toute façon, il doit y avoir, j'imagine, mettre une chambre des notaires partout pour quand on veut chercher un homme pour... Voilà, vous avez été très nombreux. N'hésitez pas à continuer de nous laisser vos messages. On essaiera de vous répondre. Thank you.